Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là déjà ce matin. Nous allons effectivement évoquer avec Charles Éloi les mystères d'un départ dans une intervention donc à deux voix, vous l'aurez compris. Alors, juste avant cette intervention, je voudrais rappeler quelques points chronologiques qu'on n'a peut-être pas abordés ce matin pour tous ceux qui ne connaissent pas aussi bien que l'ensemble l'histoire napoléonienne, je pense aux étudiants. Alors, Napoléon revient de l'île d'Elbe en mars 1815, reprend le pouvoir, perd la bataille de Waterloo. Le 18 juin 1815, est contraint d'abdiquer. Au départ, il pense se rendre aux États-Unis en exil. Il se rend à Rochefort, donc avec Lascaz et une suite assez nombreuse, qui se réduira par la suite. Mais là, Rochefort, c'est la mauvaise nouvelle. La flotte anglaise, la croisière anglaise, comme on disait, bloque l'accès et Napoléon prend la décision la plus sage qui soit, c'est de se rendre aux Anglais en pensant que les Anglais l'accueilleraient près de Londres et qu'il serait exilé en terre anglaise. Alors il sera bien exilé en terre anglaise, mais pas près de Londres, à Sainte-Hélène, vous le savez. Cette décision est prise par le gouvernement britannique et Lord Liverpool parce qu'on veut l'éloigner. On le considère comme l'homme le plus dangereux de la planète. Il faut donc pouvoir le garder efficacement. L'île d'Elbe avait été trop proche des côtes et on pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment l'éloigner. On déploiera des forces considérables pour le garder. Probablement, on n'en a jamais d'ailleurs déployé dans toute l'histoire pour un seul homme. 3 à 4 000 hommes de troupes, toute une flotte entière dont avec 7 navires de guerre, une île qui change de nature parce que c'était une escale sur la route des Indes, elle devient une île prison, rien que pour cet homme-là et sa petite suite, qui s'est réduite à une douzaine de personnes, dont Lascaz et son fils. Et lui, il arrive sur l'île en octobre 1815. On lui réserve sur le plateau de Longwood, qui est sur l'une des hauteurs de l'île, une maison, une résidence d'un ancien commandant second de la Compagnie des Indes. En attendant que cette demeure soit un petit peu agrandie, parce qu'il a quand même plusieurs personnes avec lui, il loge donc au Briard et ensuite à Longwood. Lascaz l'accompagne dès le départ, on l'a dit ce matin, dès le mois de juillet 1815, et il quittera l'île le 30 décembre 1816. Donc il reste, on l'a dit, dans cette période de 18 mois, donc une période assez courte, et surtout là, nous allons nous interroger sur les raisons de son départ, parce qu'en fait, il y a un mystère autour de cela. Alors, mesdames et messieurs, tout commença le 25 novembre 1816. La journée s'annonçait aussi morne que les autres quand, après 4 heures de l'après-midi, le général Gourgaud aperçut de sa fenêtre un groupe d'hommes pressés. Leurs pas vifs n'annonçaient rien de bon. D'un œil inquiet, il reconnut le gouverneur, Hudson Lowe, son adjoint Thomas Reed et l'officier d'ordonnance Poppleton. Avec eux, il y avait aussi un inconnu en habit bourgeois et 2 ordonnances. Leur visite m'effraie, dit Gourgaud dans son journal. Au loin, il remarqua aussi que les sentinelles avaient été mises en état d'alerte. L'homme en habit bourgeois était un inspecteur de police. Il s'appelait Ransford et avait reçu l'ordre d'arrêter Lascaz et son fils. Mais le secrétaire n'était pas chez lui, car parti pour une promenade au jardin avec Napoléon. Sur l'ordre de Reed, Poppleton courut aussitôt le chercher. Quand il fut trouvé, Lascaz suivit l'officier sans mot dire. Immédiatement après, son arrestation lui fut notifiée pour correspondance non autorisée. Le secrétaire, donc Lascaz, ne parut pas surpris à cette annonce. Avec calme, il n'adressa qu'une seule requête à ceux qui venaient l'arrêter, pouvoir s'entretenir avec l'empereur avant de partir. D'un ton sec, Reed refusa et Lascaz n'insista point. Dans le même temps, sa chambre fut fouillée, tous ses papiers saisis, y compris son précieux journal. Ainsi, mesdames et messieurs, débuta le mystère Lascaz. Alors, vous voyez ici des représentations qui figurent parmi les seules représentations d'ailleurs qui existent de l'arrestation de Lascaz ce 25 novembre 1816. Alors, comme l'affaire est assez complexe et embrouillée, nous avons pris le parti avec Charles Éloi de mener ça comme, avec vous, une sorte d'enquête policière, avec un petit détective. Le crime, d'abord. Petit Sherlock Holmes. On est en terre anglaise. Alors, le crime... Correspondance non autorisée, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 lettres confiées à son domestique Scott et qui devaient être acheminées en Angleterre clandestinement et remises à un certain Clavering à Londres. Le Clavering, vous l'avez appris ce matin, étant de la famille, enfin le mari de Lady Clavering qu'il avait connu et dont il avait connu aussi le mari lors de ses années d'émigration.
le crime, parce que justement il y a un règlement qui stipule que c'est interdit. Et là je laisse la parole au docteur Watson, mon cher Charles Éloi, pour continuer, pour vous délivrer la première pièce de ce puzzle. Merci Pierre. Alors, on n'a qu'un seul pupitre, donc c'est le plus jeune qui reste debout, Voilà. C'est normal. Bien, donc on a prévu pour cette intervention de vous présenter les pièces du dossier archivistique. Donc vous avez, preuve à l'appui, les documents sur cette arrestation de Lascaz qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France dans le fonds Hudson Law, dans les papiers du gouverneur de Lille. Donc un des premiers documents que l'on vous cite ici, c'est une lettre conservé dans les papiers du gouverneur, qui est un résumé de l'affaire Lascaz par Hudson Law. Alors, je l'ai traduit moi-même, tant bien que mal. Selon les instructions décrétées pour les proches de Napoléon, aucune lettre ne devait être envoyée depuis Sainte-Hélène sans avoir été d'abord donnée à lire dès qu'achetée au gouverneur. Lascaz a violé cette restriction, comme il l'a lui-même admis, en étant trahi par son valet, qui était secrètement stipendié par le gouverneur. Cette lettre a immédiatement déclenché la sentence décrétée en cas de violation des règles. Alors c'est un premier document qui est assez troublant. On n'est pas d'accord tout à fait sur l'interprétation à donner de cette arrestation. On n'est pas d'accord sur l'interprétation des documents. Là, on a un document qui semble nous suggérer que Lascaz a été trahi par son valet, que le valet était une sorte d'agent double renvoyé à Longwood pour pousser Lascaz à la faute et susciter son arrestation, puisque sans doute que Hudson Law voulait se débarrasser de Lascaz. Après avoir déjà expulsé 4 domestiques de Napoléon, il fallait dégraisser le personnel de Longwood, il fallait renvoyer les éléments un peu perturbateurs, comme ceux qui avaient une plume acérée comme Lascaz en Europe. Donc c'est un document assez troublant. On a d'autres documents dans le fonds d'archives, on ne va peut-être pas tous vous les montrer, mais ce que suggèrent d'autres documents, c'est que Lascaz en avait peut-être assez d'être à Sainte-Hélène, il était lassé des chamailleries de la petite cour en vase clos de l'empereur et qu'il aurait pu provoquer sa propre expulsion. Là, on n'est pas sûr. Est-ce que Hudson Law exagère en disant que le jeune James Scott, le valet de Lascaz, a été expulsé? On n'en est pas sûr. En tout cas, Napoléon lui-même, on n'est pas sûr de son implication. On a pu lire des explications comme quoi l'empereur avait prêté la main au complot, avait autorisé Lascaz à partir. En réalité, il semble avoir été plutôt choqué par cette arrestation. Il a perdu son confident favori, qui est Lascaz, et les autres Français, Montholon, Bertrand, Gourgaud, ils sont peut-être très contents d'être débarrassés de cet abominable Lascaz qu'ils détestaient tous. D'ailleurs, on en parlait ce matin, mais on disait que Lascaz mesurait 1m50. Gourgaud n'arrêtait pas de le provoquer en duel. Gourgaud est une grosse bête d'1m85, surentraîné au combat. Avec le combat face au Hobbit, Lascaz devait être ça aurait été une scène assez terrible. Donc ils sont contents d'être débarrassés de Lascaz, ils ont peur d'être expulsés à leur tour, donc ils ne vont pas vraiment se mettre en frais pour convaincre les Anglais de libérer Lascaz, et Hudson Law, visiblement, est décidé à l'expulser manu militari. On a ce résumé de l'affaire. On voit donc une sorte d'agent double, James Scott, le valet de Lascaz. C'est quelque chose d'assez énigmatique. De l'autre côté, on a une lettre de Lascaz qui dit au contraire que c'est lui qui avait soudoyé le valet pour qu'il passe ce document en Angleterre. Donc on a quand même 2 discours opposés qui s'affrontent et déjà un premier mensonge. Alors la pièce à conviction de l'affaire, c'est le gilet justement du domestique Scott qui contenait... cousu dans la doublure, 2 lettres écrites en caractères très 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 fins sur plusieurs tissus en taffetas, l'une à Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, et l'autre à Lady Clavering, sa probable maîtresse anglaise. Ces lettres sont de la main du fils Lascaz, c'est donc celles-ci qui sont effectivement des preuves irréfutables d'une correspondance non autorisée. Alors, pendant que mon détective s'agite un peu. Voici une des lettres qui a été ensuite publiée, augmentée, mais la lettre à Lucien, fort longue, Lucien Bonaparte, une lettre assez politique qui dénonce les conditions de la détention. Il y a beaucoup d'éléments dans celle-ci, mais il faut retenir qu'elle est très très longue et très politique. Ensuite, la loupe se déploie. Le complice, on vient d'en parler, il s'agit de James Scott, complice de l'un ou de l'autre du gouverneur ou de Lascaz. James Scott, fils du fermier Charles Scott, entré au service de Lascaz en décembre 1815.
surveillé déjà par Hudson Law, parce qu'il s'est compromis une première fois mi-novembre 1816, donc peu de jours avant l'affaire, en portant une lettre de son maître, Lascaz, à l'épouse du commissaire autrichien, sans passer encore par la censure anglaise. Et il s'était déjà fait prendre. Hudson Law avait exigé son renvoi sous peine d'être fouetté jusqu'au sang. Et justement, on en arrive, cher Dr Watson, à la seconde pièce à conviction, au second document. Oui, alors là, on a un autre document, ce sont les lettres d'O'Meara à Finlayson, qui est un employé de l'amirauté à Londres, et le docteur O'Meara tient au courant son ami de ce qui se passe sur l'île de Sainte-Hélène, et souvent il n'est pas tendre avec le gouverneur. Et Hudson Law, qui est très soucieux de sa carrière, donc je vous ai montré un premier rapport où il prétendait que James Scott avait été corrompu par ses soins. Hudson Law cherche à préserver sa réputation à Londres à tout prix, à montrer qu'il n'a pas été pris au dépourvu par cette histoire de correspondance secrète. Donc là, on a un rapport que je vous lis à nouveau. Il y a quelques mois, Sir Hudson Law a considéré avec beaucoup de suspicion le serviteur mulâtre de Lascaz. Ce jeune homme, âgé d'à peu près 20 ans, lui a été présenté par M. Dofton, un des membres du conseil de l'île, comme étant un jeune homme dynamique, familier de l'île et de ses côtes, particulièrement doué à la pêche, ce qui en faisait par bien des aspects un individu particulièrement impropre à servir les Français et qui risquait de les seconder dans leur menée. Donc en bateau, on pense aussi de bateau évasion, donc il y a un peu la méfiance de Hudson Law, il devait connaître parfaitement l'île. Donc là, un second élément à conviction qui suggère que Hudson Law se méfiait, surveillait ce jeune homme depuis très longtemps, surveillait Lascaz et se méfiait, ça c'est la paranoïa habituelle du gouverneur, convaincu qu'ils sont en train de fomenter ou des correspondances officielles, des correspondances clandestines, ou des projets d'évasion. Donc un deuxième document qui est intéressant. Alors le déroulé des faits. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, Scott est revenu secrètement à Longwood. Il avait donc été, en principe, mis à l'écart et il se serait porté volontaire pour acheminer les 2 courriers que devait lui confier Lascaz. Le 24 novembre au soir, il part avec les 2 lettres. Dans la journée, c'est le fils qui a écrit sur le tissu ces 2 lettres. C'est très long à écrire, donc il a fallu plusieurs heures, etc. C'est cousu dans son gilet et il repart avec les lettres dans son gilet. Revenu auprès de son père, il va tout lui révéler en lui disant que bien dans son gilet, il porte ses lettres, etc. Il semble affolé, mais il lui révèle tout. Que va faire son père? Son père affolé aussi ce dernier, parce il connaît les règlements en vigueur et la sévérité du gouverneur. Ce dernier, le père de Scott, se confie à son tour à un voisin qui lui conseille de tout dire au gouverneur, ce que fait donc le père de Scott dans l'espoir d'épargner à son fils une dure sanction. Il pouvait risquer la peine de mort. C'est comme ça que Hudson Law apprend donc l'existence de cette correspondance. Les pièces lui sont remises, le gilet, d'ailleurs le gilet on le cherche toujours, Peter Hicks encore lui le cherche et peut-être qu'on a un espoir de le trouver parce qu'il existe bien encore quelque part. Tout est en main pour arrêter Lascaz avec cette correspondance clandestine. Alors le mobile le plus cité, ce serait que Lascaz aurait monté tout ça, une sorte d'habile prétexte pour quitter Longwood, sans avoir demandé la permission de l'empereur et peut-être le décevoir, parce que s'il avait dit, bon, maintenant je veux partir, effectivement, Thierry en parlera, son journal était quand même bien avancé, bien rédigé, bien mis au propre, etc. Bon, en quelque sorte, j'ai terminé mon reportage, je m'en vais. Aujourd'hui, ça marche avec les journalistes, les émissions de télévision. Là, il faut savoir que Lascaz comptait beaucoup pour Napoléon. Il aimait bien sa conversation. Son entourage n'était pas toujours des plus drôles. Donc, il était probablement sûr, s'il avait voulu partir, de lui causer de la peine, de le décevoir, etc., de ce qu'il ne voulait pas. Donc, il se serait servi de cela, sachant que Scott serait découvert et que on le forcerait à partir, car expulsé par les Anglais. Alors, les procureurs de Longwood, Charles Eloi vous en parlez, ils sont nombreux, donc, qui ont connu Lascaz et dans Sainte-Hélène, O'Meara, Gourgaud, Bertrand, Montholon, qui semblent accréditer cette thèse. Alors, j'ai relu un petit peu les différents témoignages publiés. Qu'est-ce qu'on raconte à Longwood de cette arrestation?
Qu'est-ce qu'on pense savoir? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on est mécontent? Alors je vous livre une petite synthèse, et effectivement la publication des témoignages vient brouiller encore davantage le mystère, parce que tous ces témoignages, ils vivaient tous ensemble sous le même toit, et ils ne disent pas la même chose. Alors apparemment, personne n'est sûr de rien, ça on en est sûr. Si on regarde le journal de Gourgaud, l'arrestation de Lascaz, qu'il appelle le jésuite dans son journal, il en est extrêmement content. Il est vraiment, pour lui c'est la fête. Il raconte que le chambellan s'oppose à son départ de Longwood. On a d'autres témoignages où, au contraire, on décrit que Lascaz est allé joyeusement se faire arrêter, donc assez paradoxal. Gourgaud note également que l'empereur n'aurait pas manifesté de tristesse en le voyant partir. Ce sur quoi tout le monde est d'accord à Longwood, c'est que c'est un stratagème, s'il voulait se faire expulser exprès pour entrer en Europe, que c'est un stratagème absolument ridicule. En faire autant pour se faire envoyer, c'est un peu compliqué. Certains pensent à Longwood que c'est une conspiration complètement maladroite, mal ficelée, que ce soit Napoléon, que ce soit Gourgaud, que ce soit Bertrand, sont tous des militaires. Ils sont habitués aux conspiration, correspondance clandestine, ils ont préparé le retour de l'île d'Elbe secrètement pour Napoléon et pour Bertrand, donc ce sont des familiers de la clandestinité, et ils comprennent que le plan de Lascaz, de ce qu'ils envoient, n'avait aucune chance de réussir. Ça repose sur un adolescent peu fiable. On retrouve chez Gourgaud une autre idée, qui est que le mémorial est un journal, un manuscrit qui a été tenu par ordre de l'empereur, que l'empereur voulait le lire et l'expurger avant de le laisser Lascaz le publier, que Lascaz au contraire voulait le laisser tel quel dans son jus, qu'il a préféré partir avant que Napoléon n'y fasse des ratures. On regarde également la publication de O'Meara. O'Meara raconte dans son journal qu'il est envoyé à Plantation House pour parler à Hudson Lowe, essayer de le convaincre de passer l'éponge, de renvoyer Lascaz à Longwood, mais visiblement il se rend voir le gouverneur, il n'insiste pas trop, il n'a aucune envie peut-être que Lascaz revienne. On voit aussi chez O'Meara que Napoléon est furieux que l'on puisse l'associer à ce complot, que l'on puisse croire qu'il a prêté la main dans ce complot qui est absolument grotesque, indigne de sa propre habileté à lui, et qu'en plus, par ricochet, ça risque de renforcer les moyens de surveillance et de faire découvrir d'autres systèmes de correspondance beaucoup plus malins, beaucoup plus habiles que Napoléon aurait pu mettre en place. On voit aussi chez O'Meara une remarque sur le manuscrit du mémorial, on tourne toujours autour, on y reviendra, que ce manuscrit aurait été en partie remis au net par le Mamelouk Ali, ça on ne sait pas vraiment si c'est vrai, que Napoléon aurait fait interroger le Mamelouk Ali pour savoir ce que ce journal contenait, et là on retrouve chez O'Meara cette remarque comme quoi Napoléon voulait surtout être sûr que Lascaz avait bien noté toutes les remarques méchantes qu'il avait pu proférer sur Hudson Lowe pour qu'elles passent à la postérité. Donc là, des témoignages différents. Le témoignage de Montholon, dont je parlais ce matin, donc qui est le plus tardif, 1847, qui est un peu un plagiat de Lascaz, de O'Meara, que d'autres. On y retrouve une phrase très célèbre de Napoléon au sujet du complot de Lascaz. Tout ça est digne de l'imagination d'un enfant de 6e, donc un complot que Napoléon trouve grotesque. On retrouve aussi chez Montholon l'affirmation que Napoléon est consterné par l'initiative de son chambellan, qu'il va tout faire pour récupérer ses papiers et surtout le manuscrit du mémorial, et que cette affaire qu'il juge humiliante le met dans une humeur noire pendant plusieurs jours. Donc là, vous voyez des témoignages très différents. Également le grand maréchal Bertrand, qui à partir du 25 novembre se met à tenir son propre journal avec beaucoup plus de rigueur qu'auparavant. Il avait commencé un peu au printemps, puis il s'interrompt, parce que Lascaz n'est plus là pour tenir la chronique de l'exil, quelqu'un doit prendre le relais. Et on a cette idée toujours que Napoléon voulait avoir quelqu'un qui chronique sa détention pour ensuite pouvoir peut-être l'exploiter dans le cadre d'une publication qu'il aurait contrôlée. Bertrand note également que Napoléon n'est pas content du tout des mesures de restriction que Hudson Lowe ordonne après l'arrestation de Lascaz. Pour lui, c'est une punition parce que Hudson Lowe a pu lire le journal, le manuscrit du mémorial, et qu'il punit Napoléon en restreignant encore davantage ses contacts avec l'extérieur. Et enfin, le 13 décembre, on a aussi une remarque de Bertrand qui voit Lascaz, et visiblement Hudson Lowe lui laisse le choix entre le renvoyer à Longwood sans son manuscrit ou rentrer en Europe sans son manuscrit non plus. Et puisqu'il va le confisquer, mais Hudson Lowe préfère partir à tout prix. Et lors de sa dernière rencontre avec Lascaz, le grand maréchal Bertrand voit le chambellan juste avant qu'il embarque, et il note que non seulement il a toujours été décidé à partir, à rentrer en Europe à tout prix, qu'il en avait assez d'être à Longwood, mais qu'en plus il est malade,
à l'idée, tellement il est obsédé à l'idée de publier à tout prix son manuscrit. Donc ça peut passer pour un élément à charge. On a ici Lascaz, obsédé par la perspective de publier son manuscrit et de quitter donc à tout prix l'île, sans prévoir peut-être, donc ça c'est peut-être plutôt mon opinion, ma version, mais Pierre a peut-être une autre idée, peut-être prêt à tout pour partir, sans penser que Tsonlo risquait de lui confisquer tous ses papiers. Des éléments à charge, rappelons-les, tu les as énoncés, une incroyable imprudence, hein, parce que Scott, jeune mineur mulâtre, était dans l'impossibilité de voyager, de toute façon il n'aurait pas pu aller à Londres porter ses lettres, donc ça aussi c'est un élément à charge, le journal est quasi achevé, il règne une ambiance délétère à Longwood, tu l'as dit, pas d'autre moyen tant il avait multiplié les serments de fidélité à l'empereur, il faut lire encore O'Meara, donc difficile de s'en aller, si je puis dire, de filer à l'anglaise, si j'ose ce mot, et un homme épuisé, fatigué, malade, donc il avait toutes les raisons de partir et de monter donc cette conspiration. Que se passe-t-il néanmoins entre le 25 novembre et 30 décembre? Très rapidement, les papiers de Lascaz sont donc saisis, ils sont mis au secret. Le 30 novembre, il demande à Hudson Lowe tout de même sa liberté. Lowe n'est plus certain de l'expulser par crainte du retentissement en Europe. À un certain moment, il hésite donc. Lascaz multiplie les courriers pour partir, par contre. Le 11 décembre, Napoléon lui écrit, l'encourageant à quitter l'île. Son fils malade, Hudson Lowe, autorise Lascaz à revenir à Longwood, mais Lascaz, pas enthousiaste, ne reviendra pas. Le 30 décembre, effectivement, il voit Bertrand qui lui remet de l'argent et Gourgaud, mais il est pressé de partir, se jette avec empressement dans le canot, dit Bertrand, je crois, qui l'emmène vers un navire pourtant dépourvu de service médical, alors qu'il dit que son fils est malade et lui aussi, et il n'y a pas de médecin à bord. Il faut quand même plusieurs jours pour rejoindre le Cap, sa destination. Alors, peut-être, sans le lire très rapidement, ce dernier document, et on en arrive tout de suite à la conclusion. Oui, on a plusieurs échanges, traces d'échanges entre Lascaz et Hudson Lowe. Donc là, je vous ai mis une lettre du 22 décembre. Donc on a plusieurs lettres de Lascaz qui sont d'ailleurs inédites, je pense. Et il y a celle qui est assez intéressante, que je cite de mémoire, où Lascaz écrit au gouverneur « Vous ne soupçonnez pas le voile funèbre que vous jetez sur Longwood ». Encore celle-ci, voici, de Napoléon Lascaz du 11 décembre 1816. Et celle-là est très connue, puisque Napoléon signe « Votre dévoué Napoléon Longwood ». C'est quasiment la lettre la plus aimable qu'il ait jamais écrite, à part celle expédiée à Joséphine. Lire l'article de François sur notre site à propos de ces lettres. Et voici maintenant... Et tout cela donc semble vraiment accablant pour Lascaz, ce départ prémédité même idiot. Voici les 5 dernières minutes, on y arrive, de l'enquête. Alors je voulais mettre un générique, mais on m'a dit que les 5 dernières minutes, seuls les plus de 50 ans connaissent, et donc moins de 50 ans n'auraient rien compris à la musique qui serait arrivée. Bon, on oublie Raymond Souplex. Donc les 5 dernières minutes d'enquête, parce qu'il y a plusieurs mais, parole à la défense quand même. Donc Lascaz donnera la version d'un piège, selon toutes les apparences, dit-il, tendu pour mon valet. J'étais enlevé Longwood et tous mes papiers saisis. Je me suis trouvé avoir enfreint vos restrictions. Il écrit à Hudson Lowe, auxquelles j'étais soumis, mais ces restrictions, ils les avaient confiées ni à ma parole, ni à ma délicatesse. Alors Lascaz est toujours un peu tortueux dans ses développements, mais c'est pas ma faute, et moi je n'ai ourdi aucun complot. Les éléments à décharge pour un acte non prémédité, pour le coup, pour un acte prémédité, par contre, c'est que s'il partait pour son journal, il est quand même vraiment idiot et même moins intelligent qu'un élève de 6e, puisqu'il n'en a fait aucune copie, il n'en a caché aucune copie. Donc il pouvait s'attendre à ce qu'on saisisse ses papiers et que peut-être il aurait été bien qu'il le fasse passer un petit peu avant. Il y avait des canaux qui existaient avec l'Angleterre. Il n'a fait aucune copie mise en lieu sûr. Drôle d'intrigue et d'intrigant. Les semaines précédentes, il aurait pu partir, il faut le savoir, en refusant certaines exigences anglaises à tête haute. Les Anglais avaient obligé la suite de Napoléon à signer plusieurs déclarations. Il aurait pu dire, non, par honneur, je refuse de signer, et puis il serait parti la tête haute. Pourquoi il n'a pas pris cette option? Pourquoi perdre autant de temps pour rédiger ses lettres? Parce qu'il aurait pu faire 2 petits billets comme ça, vite rédigés, sans perdre autant de temps, d'écrire sur du taffetas, etc. Vous allez me dire, c'est pour rendre plus crédible, mais on n'est peut-être pas obligé. Pourquoi prendre le risque de dévoiler sa relation avec Lady Clavering? Parce que là, elle est, on comprend, c'est pas tout à fait une lettre intime, enfin, elle est assez proche. Pourquoi se dévoiler ainsi? Il aurait pu prendre des correspondants moins compromettants, s'il avait voulu vraiment monter ce piège. Et le plan est aussi compliqué qu'hasardeux, on l'a dit, parce que si Scott n'avait rien révélé, par peur de la sanction, ça aurait pu arriver, tout ça n'aurait pas eu lieu. Bref, quand même, vous voyez que c'est trouble.
Comme le temps avant, je m'excuse de conclure pour nous deux. Si on avait été dans un spectacle de Robert Hossein, on vous aurait fait voter pour que vous nous donniez votre sentiment. C'est un peu l'idée d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais c'est un petit peu ça. Il y a quand même beaucoup d'hypothèses, etc. Vous pourrez vous faire votre opinion. Vous voulez terminer quand même, et ça c'est grâce à Michel d'Antoine Martineau. Bon, l'affaire reste trouble, hein, je l'ai dit. Un voile impénétrable couvre encore l'affaire Lascaz. On s'épuise en conjectures, dira le commissaire autrichien Sturmer à Metternich. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, hein, la preuve de ce qu'on vient de faire. Lascaz, homme désorienté et troublé, il voulait partir, et il est parti. C'est ce qu'il faut retenir, le 30 décembre. Alors, un petit mot quand même du complice, c'est Scott, et ça on le doit à Michel d'Antoine Martineau, j'y arrive. Qu'est-il arrivé à Scott ? Alors, il devient manœuvre d'appoint sur l'île d'Ascension, hein, c'est là où il a été envoyé, donc à bord d'un navire. Il a été exilé, mais pas condamné, car pas de procès, parce qu'on ne voulait pas de procès pour ne pas rendre la chose publique, et Hudson Law avait horreur de la publicité, donc on a préféré l'oublier, en quelque sorte, sur une île voisine, mais très lointaine, que Thierry vient de découvrir. On nous a publié de magnifiques photos de ce rocher absolument admirable. Voilà, et donc il a été écarté. Là encore, un autre mystère, parce qu'il n'a pas été finalement beaucoup sanctionné. Voilà, merci mesdames et messieurs. Merci.